Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Place au grand angle de ce journal. Avec nous ce soir, deux chasseurs d'espions, deux véritables mythes du contre-espionnage français. Raymond Nart et Jean-François Clerc ont passé 30 ans à la DST, dernier rempart, dit-on, face au KGB soviétique. Ils vont nous dire notamment si la France est aujourd'hui solide face à l'espionnage de la Russie, de plus en plus offensif. Bonsoir Raymond Nart. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été directeur adjoint de la DST avec un homme que vous connaissez bien, Jean-François Clerc. Vous avez vous aussi passé une trentaine d'années à la DST en tant qu'ancien directeur adjoint notamment. Et vous êtes les auteurs de ce livre, La DST sur le front de la guerre froide, chez Mareuil Éditions. La DST, direction de la surveillance du territoire français, c'est bien cela, fondu désormais dans un service plus grand qui s'appelle la DGSI. Raymond Nart, la première question est pour vous. Au début de la guerre en Ukraine, dont on parle aujourd'hui dans nos journaux, une enquête de la DGSI a conduit à l'expulsion de 6 agents russes. C'était en avril dernier. Est-ce que les méthodes de la guerre froide sont toujours d'actualité? Rien n'a bougé depuis la guerre froide? Rien n'a bougé. Rien n'a bougé parce que le régime actuel, qui est un impérialisme russo-soviétique, n'est-ce pas, il est toujours dans le même chemin d'une culture grand russe, bien sûr, et surtout qui est formalisé par des outils agressifs qui sont le GRU et le KGB, et qui n'ont pas changé d'un iota leur méthode. Donc, la fin de la guerre froide, qui a été à une époque chantée à droite et à gauche, aux États-Unis notamment, elle est totalement hors de propos. Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une nouvelle guerre froide? Alors là, c'est une question qu'on peut se poser, c'est même déjà une guerre chaude, en quelque sorte. Mais pour compléter ce que disait... Pourquoi une guerre chaude? Quelle est la différence? Guerre froide, ça sous-entendait quoi? Ça la guerre froide, c'est une sorte de, pas de statu quo, mais un petit peu quand même. Ouais. Hein. Chacun mesure le danger représenté par l'autre, et on essayait de... comment dirais-je, il y avait un équilibre, mais on ne sait pas s'il allait pas être rompu d'un jour ou l'autre. Et là, la guerre de l'espionnage est déclarée, c'est ça? Oui. Par d'autres moyens. On fait la guerre par d'autres moyens. Mais je voulais ajouter qu'actuellement, bon, évidemment, nous sommes en retraite depuis quelques années, mais enfin, disons que d'après ce que je peux vous confirmer, c'est que le service russe est toujours aussi fort. Il fait beaucoup d'efforts et il a pris des coups là, puisque vous avez souligné que 6 officiers avaient été renvoyés. On s'est aperçu que c'était à la suite, c'était dans la presse d'ailleurs, que d'une affaire en particulier où ils ont utilisé les mêmes méthodes qu'une affaire que Raymond Nart a bien connue et qui se trouve à cheval entre la fin de la guerre froide et le début de l'ère d'après. Laquelle? C'est-à-dire recruter des gens à travers les petites annonces. Ouais. Quelqu'un qui est en général un emploi sensible et qui cherche des cours à donner. Et on avait eu une affaire comme celle-là, avec un homme du CEA. L'affaire Temperville, c'est l'affaire Temperville, et il avait été recruté de cette manière. Et actuellement, ils ont utilisé notre méthode au bon coin. Et ben voilà, justement, vous me tendez la perche, c'est parfait quand même. Hein. Regardez justement les services français qui ont alerté il y a quelques semaines sur justement un recrutement sur le site Le Bon Coin des services secrets russes, donc qui approchent des Français pour recruter. Regardez. À la recherche d'informateurs pour Moscou sur Le Bon Coin. Profs de maths ou de français, issus des grandes écoles ou d'entreprises technologiques qui proposent des cours sur le site. Des cibles de choix pour espions russes, des profils à haut potentiel. Des étudiants sur des domaines qui les intéressent et qui sont des domaines sensibles, la recherche nucléaire, la physique nucléaire, les supraconducteurs. À Paris, en 2020, un jeune ingénieur en intelligence artificielle a ainsi été tamponné, comme disent les services. Un espion du SVR, l'ex-KGB, le contacte sur Le Bon Coin. Dans ce restaurant, l'élève qui affirme être un consultant tchèque et l'ingénieur se voient pour des cours de maths. Mais un jour, l'espion se montre plus insistant, raconte ce journaliste qui a enquêté sur l'affaire. Et il va lui demander justement, dans le cadre de son travail de consultant, des notes, au départ juste de culture, d'environnement. Il va proposer de l'argent
il va essayer d'avoir des informations non seulement sur ce sur quoi travaille son jeune professeur, sur l'employeur de son jeune professeur, et puis à terme dans l'environnement de ce jeune professeur. Suivi par les services français, l'espion russe est démasqué en pleine transaction et renvoyé en Russie. 12 affaires similaires ont été recensées en 3 ans par la DGSI, la sécurité intérieure. Le site internet du contre-espionnage vient de sonner l'alerte. Il communique pour la première fois sur les techniques russes employées et la manière de les déjouer. Mais pour cet ancien agent, tous les services utilisent les mêmes techniques. Et soit on a besoin de renseignements immédiats et on va directement sur une cible particulière qui est déjà en poste, stratégique, ou alors on investit sur plusieurs personnes. Et là, on se dit, ces gens ont un profil pour intégrer des grandes entreprises françaises et on va investir sur eux pendant qu'ils sont encore étudiants. Depuis le début de la guerre en Ukraine, 41 agents russes sous couverture diplomatique ont été expulsés sur les 75 à 80 actifs. Des chiffres qui ne tiennent pas compte des autres sources et agents dormants actuellement en France. Voilà, Raymond Nart, donc sur Le Bon Coin, qu'est-ce que ça a changé Internet et les réseaux sociaux en matière d'espionnage et de contre-espionnage ? Les réseaux sociaux sont une opportunité pour les services de renseignement. Services de renseignement, c'est toute une culture, si vous voulez, pour rechercher des sources. Avant d'avoir pour évaluer du renseignement, pour en avoir, il faut avoir les moyens et avoir des sources. Ça commence comme ça. Donc, c'est toute une culture, n'est-ce pas, de rechercher des personnes qu'on appelle avec un maillage du territoire, avec un maillage dans chaque région de France ou dans chaque secteur d'activité ou dans chaque cible. Alors aujourd'hui, est-ce que la France est prête, elle est armée à faire face? Alors rappelons-le, parce que celles et ceux qui nous regardent... Oui, elle est armée, parce que la DGSI actuellement, elle a pour héritier, elle est l'héritière de la DST, qui est un service de contre-espionnage avec une culture et des méthodes et une rigueur. Et nous avons transmis à la DGSI, n'est-ce pas, la rigueur, la méthode. Dernier rempart contre le KGB, dit-on de la DST, pourquoi Dernier rempart dans le livre. Oui. Dernier rempart, pourquoi? Parce qu'on a une population, on a une société qui n'est pas du tout sensibilisée aux problèmes de sécurité. Quand on lit le livre, on se rend compte que notre travail n'a pas été facile. Le pouvoir politique. C'est-à-dire quoi, le pouvoir politique aujourd'hui est déconnecté des réalités? Le pouvoir politique à l'image de la population et aussi des spécialistes et aussi des scientifiques au nom de la communication ou les industriels, mais les scientifiques surtout au nom de la communication entre savants, peu importe les frontières, on fait la même chose. Et donc oui, on était un peu parfois des empêcheurs de tourner en rond, on peut dire. Voilà. Mais pour reprendre ce que disait Raymond Nart tout à l'heure, en ce qui concerne, ils utilisent effectivement les réseaux sociaux, ils utilisent Internet, etc. Mais les services de sécurité ne sont pas désarmés dans ce domaine-là. Et ils travaillent aussi. Et ça peut être un moyen aussi de détecter l'adversaire. Mais ce qu'on aimerait comprendre, c'est que, je le disais, tout le monde espionne tout le monde. On le connaît, notamment les États-Unis sont redoutables en matière d'espionnage économique notamment. Qu'est-ce qui fait, selon vous, en 2022, et avec ce conflit qu'on connaît en Ukraine, la spécificité, si je puis dire, de l'offensive russe? Qu'est-ce que cherchent à faire les Russes en infiltrant? C'est de déstabiliser les démocraties occidentales, c'est d'interférer sur un processus. Je crois que qui avait dit, un ancien, je crois qu'il avait dit que de toute façon c'était une deuxième nature déjà l'espionnage. Chez les soviétiques, on emploie le terme soviétique parce que véritablement le régime actuel, le régime de Poutine, qui est un régime, si vous voulez, de mafia, etc., différencié, il a une matrice soviétique, n'est-ce pas? Vladimir Poutine est un pur produit du KGB. C'est un produit du KGB, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche... le renseignement, c'est tout simplement pour l'information du gouvernement.
Ça, mais on dit justement ça sert à ça. On dit justement qu'il est mal informé, Vladimir Poutine. Alors, est-ce que certains ont peur de lui dire les choses? Pour moi, c'est un grand sujet d'étonnement. Oui. Il faut savoir que la perestroïka, tout ça, il faut savoir que Andropov, en 1968, il s'est rendu à Cuba et il a dit au chef des services cubains, Font Escalante, Fabian, il lui a dit, si l'Union soviétique ne se réforme pas, il n'y aura plus dans 10 ans d'Union soviétique. Andropov a dit ça. Et la perestroïka, ça venait, et la glasnost, ça venait des services de renseignement. Ouais. Or, là, on constate le Kremlin n'écoute pas. Il y a une grande, comment dire, une grande perte de connaissances, en tout cas sur messieurs, je le disais, il nous reste 3 minutes. Vous êtes deux grandes figures, d'ailleurs pas qu'en France, hein, figures réputées du contre-espionnage. Racontez-nous une anecdote. Il y a l'affaire Farwell, forcément, qui est une des grandes affaires. Vous avez retourné un espion soviétique. D'abord, comment a-t-on fait? Pourquoi vous avez réussi à le retourner? Écoutez, d'abord, il n'y a pas de société qui soit impénétrable. Ça, c'est la leçon que je tire, que Raymond Nart tire de cette affaire. Vladimir Hippolytovitch Vetrov, est-ce que vous l'avez retourné? Est-ce qu'il a trahi l'Union soviétique? Non, certains disent qu'il était alcoolique, libidineux, dépravé. Quel est le juste milieu? Dans toute société, il y a des marginaux. Dans toute société, le service de renseignement, il doit les observer, il doit toucher la faille. Les recruter. Il y a des retraités également. Il y a toute une série de gens qui doivent être des cibles des services de renseignement. Et Farwell, donc Vetrov, il avait envie de rester. La DST, par un maillage qu'on avait chez les industriels, etc., on a su... Oui, parce qu'il était attaché commercial à l'ambassade. Il était attaché commercial à l'ambassade et en relation avec des industriels français, en particulier Thomson. Oui. Et on a su qu'il voulait rester à un moment donné. Et votre serviteur a dit « Stop, vous ne restez pas en France, vous rentrez dans votre pays. Et c'est pas le moment. Oui. » Et puis un jour, vraiment n'y tenant plus, il a repris contact avec nous. Et à ce moment-là, bon, on l'a accueilli. Ouais, mais certains disent qu'il n'a pas trahi, mais qu'il a voulu des réformes en Union soviétique. Ouais. Allez-y. Moi, je voulais ajouter que c'est un exemple type parce qu'on n'est pas simplement l'araignée qui attend au fond de sa toile. Ouais. On fait du contre-espionnage offensif. C'est-à-dire qu'on développe un tissu de contacts sociaux, directs, indirects, pour que justement on arrive à ce genre d'affaires. C'est une réussite, parce que c'est pas tous les jours qu'on réussit. Ouais. Mais là, c'était vraiment bien tombé. Il n'avait aucun intérêt, étant à la mission commerciale soviétique en France. Il présentait un intérêt réduit. En revanche, son retour à la centrale, c'est là qu'il était très intéressant. C'est unique. Ouais, voilà. C'est un cas unique dans l'histoire. Merci beaucoup, messieurs, le temps file, mais je conseille vraiment la lecture de votre livre, La DST sur le front de la guerre froide. Voilà, si vous voulez savoir, est-ce que les services français aujourd'hui sont toujours aussi redoutables? Lisez ce livre plein d'enseignements. Je n'ai pas cité d'ailleurs, c'est un livre écrit à 6 mains, avec également Michel Guérin, donc Raymond Nart, Jean-François Clerc, édition Mareuil. Merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage. Merci d'être venus sur notre plateau.